pense qu'à peu près tout entrepreneur en France qui se respecte a Kima dans son radar dès le départ. Il y a eu beaucoup de success stories. Moi, Kima, c'est le must-have. Donc, je m'appelle Jean Guéguiner. Je suis papa de 3 enfants, ils sont formidables. J'ai une situation un peu particulière parce que j'habite pas à Paris, j'habite à Rennes. Ok. Et puis, j'ai monté Gladia il y a à peu près 3 ans, quelque chose comme ça. Et avant, j'ai fait une carrière, j'ai fait une quinzaine d'années dans cloud, machine learning, des choses comme ça. Et donc, entre autres, j'ai bossé pas mal chez OVH Cloud, donc l'écosystème un peu européen, tout ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur, mais il ne faut pas oublier non plus que le business, il est aussi à l'international. Est-ce que tu peux nous parler de la mission de Gladia du coup? La mission de Gladia, c'est de rendre la reconnaissance vocale disponible pour tout le monde, quelle que soit la culture, l'accent et la langue. Et souvent, le marché américain est très fort pour faire des belles boîtes, mais 90% de leur revenu, il est traité en interne, donc du coup, il n'y a pas de raison qu'ils s'occupent d'autres langues. Nous, on a pris à cœur de traiter ça, notamment pour toutes les startups Europe. Puis il se trouve qu'en fait, il y a énormément de sociétés américaines qui veulent s'implanter en Europe et donc ils ont besoin de venir avec nous. La deuxième chose, c'est que c'était trop cher, les solutions, et la qualité était déplorable et la vitesse d'exécution, c'était une catastrophe. Donc on a cherché à résoudre ces trois éléments clés, la qualité multilingue, le prix et la performance. Tu me disais justement que tu étais chez OVH Cloud en partie avant. Comment t'es venue l'idée de bosser là-dessus? C'est juste que à force de travailler avec Octave et Miroslav, qui ont fait tous les deux la boîte, ça m'a redonné envie de remonter une boîte. J'en ai fait une au Canada avant, je me suis planté, j'ai fait toutes les erreurs possibles. Vous avez juste à lire le bouquin, ça s'appelle Lean Startup. Tu lis Lean Startup et tu lis le livre à l'envers, tu fais toutes les conneries que j'ai faites, c'est à peu près ça. Après, j'ai lu Lean Startup, je dis ah, c'est ça. Donc j'ai compris pourquoi je me suis planté, mais donc être avec eux, ça m'a redonné envie de entreprendre. Ouais. Ça m'a redonné foi en fait dans ce truc-là. Et au début, on faisait pas du tout ça. Et ça, c'est un bon learning qu'on a eu. J'avais fait un produit open source, on avait 500 API dans un seul conteneur. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'il y avait 500 API. Et en fait, en faisant tout, on ne fait rien. Et on en a tué 499, on en a gardé une seule. Donc, on avait reconnaissance vocale, génération vocale, correction orthographique, traduction, reconnaissance d'image. Il y avait tout. Et à force de faire tout, comme je dis, on ne fait rien. Et du coup, on a tué 499 API pour en garder une seule. Et c'est là que ça commençait à bien marcher, parce qu'on a pris la seule dont le marché avait vraiment besoin. On est devenu extremely focus on one topic, et puis on s'est fait reconnaître pour cette excellence sur ce sujet particulier. Moi, je pensais que j'étais capable de faire une boîte open source. Ouais. En fait, c'est très, très dur. C'est très, très, très violent. On pense que c'est plus facile parce que y a la communauté et tout ça, mais c'est très compliqué de faire une boîte open source. Je me suis rendu compte que j'étais pas quelqu'un qui était fait pour l'open source, j'étais quelqu'un qui était fait pour le B2B, dans mon ADN perso. Pourquoi? Parce que c'est un monde que je connais bien, parce que c'est les clients avec lesquels j'aime travailler. J'adore les développeurs, mais moi, je prends beaucoup de plaisir à résoudre des gros problèmes business et à traiter des sujets où les gens ils ont des pains au sein d'une organisation. J'arrive à bien naviguer dans ces organisations-là. C'est des gens avec qui j'aime beaucoup travailler. Et j'adore les développeurs, mais j'aime encore plus la valeur métier qui est directement liée au business et c'est un petit peu moins proche. Ensuite, on a dit on fait du B2B, mais du coup, l'IA à l'époque, il n'y avait pas de ChatGPT. Les gens ne savaient pas trop ce que ça voulait dire. Donc on a dit tous ces décideurs des B2B, ils font quoi toute la journée? Ils font du Excel et du PowerPoint. Donc tout simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis toutes ces API dans PowerPoint et Excel. Et on a dit, on va leur demander c'est quoi leur plus gros problème, on va les résoudre dans Excel avec des fonctions d'IA. On a fait la truc, et moi je pense la truc la plus smart qu'on ait faite dans la boîte. On a juste parlé à tous les gens qu'on connaissait. Et puis on a dit, c'est quoi ton plus gros problème? Sans même parler de notre solution. On a écrit chacun de leurs problèmes sur chacune des branches, donc les branches CXO, toutes les branches CXO, CFO, CEO, I can go on and on. Et à chaque fois, on mettait un bâton, il y a ce problème-là, on mettait une sous-branche, on mettait un bâton. Puis quand on nous le répétait, on mettait un autre bâton. Puis une autre personne nous le répétait, on mettait un autre bâton. Et à force, on a regardé l'endroit où il y avait le plus de bâtons. C'était la reconnaissance vocale, notamment sur le support client. Et on a dit à tout le monde, apparemment, ce problème-là, il est untapped, comme on dit en anglais, donc un problème non résolu. Et on fait, oui, effectivement. Et là, on a cherché à avoir les verbatims. Et on est parti du principe qu'il y avait, en général, quand tu fais une boîte, tu résous un triangle, trois concepts. Donc on a cherché c'était quoi les 3 concepts clés sur ce problème-là. On a extrait les 3 verbatims, donc la vitesse, le prix et la performance linguistique. On a juste fait ça et on a dit, on fait un truc, c'est résoudre ces 3 axes-là. Et moi j'ai dit aux investisseurs, c'est le dernier pivot qu'on fait, donc 3 mois par pivot. Si ça ne marche pas, moi c'est pas la boîte que je veux faire, je rendrai l'argent. Ouais, complètement.
Et on a fait ce truc-là, et au moment où on l'a lancé, on est passé de 300 personnes sur la plateforme à 5000 personnes en 48 heures. Dingue. Donc le truc est parti en cacahuète. Toutes les infras, elles ont brûlé, tout a cramé, mais c'est un bon signe. Voilà. Et on a commencé à se faire enguirlander par les clients, parce qu'ils nous disaient mais moi je ne peux pas utiliser en production, ça casse tout le temps. Les équipes étaient en panique. Ils disaient, mais c'est pas possible. Non, mais on pourrait faire une app sur l'App Store qui est down pendant une semaine, dont personne n'a rien à foutre et personne ne va se plaindre. Et là, on a un truc, ça tombe 2 minutes, on se fait éclater. C'est que c'est un vrai problème pour les gens. Donc, c'était le début le premier signe d'un product market fit. C'est les bons problèmes à avoir. C'est des très bons problèmes à avoir. Il y a des gens qui tueraient pour avoir ce genre de Bien problème. sûr. Vous en êtes où aujourd'hui et qu'est-ce que tu peux nous raconter sur c'est quoi les prochaines étapes? On est 35 personnes maintenant. On a levé, ça, ce qui est public, on a levé 20 millions. On a 60% du chiffre d'affaires qu'aux États-Unis. On a plus de 100 clients enterprise. Enfin, on dit enterprise, on a des grands comptes, on va appeler ça comme ça. Enfin, des clients payants, mais qui sont des vraies entreprises avec des bons average contract value. Ce qui est très important pour les entrepreneurs, c'est de comprendre aussi. On pourra en parler des heures, mais comprendre ce qu'ils doivent vendre et à quel montant le vendre et à qui ils doivent vendre. Et on a plus de 150 000 utilisateurs sur la plateforme. On a des gros noms avec qui on travaille. Il y a des boîtes comme Klarna, moi ça me faisait rêver. Dans le début, donc, quand il y a Kima qui est rentré, on a New Wave qui est rentré aussi, et on est resté en Sequoia Arc. Et dans Sequoia Arc, j'ai eu la chance de participer à ce programme-là aussi et de me retrouver en face de Sébastien, qui est le patron de Klarna, qui est une boîte en Europe, je veux dire, c'est extraordinaire, quoi. Et là, ce sont nos clients. Sébastien est un de mes clients. J'ai dit, c'est fou, tu te dis, il y a 3 ans, tu regardais ce mec-là en face, j'en ai le goosebump à en parler, la chair de poule. Mais il y a 3 ans, je regardais ce gars-là et je dis, j'aimerais tellement passer 1 heure avec lui. Maintenant, je passe 1 heure parce que c'est mon client, en fait. Si on passe plutôt du coup sur la relation que tu as eue avec Kima et surtout comment en fait tu nous as rencontrés, on va commencer par là, c'est comment tu es rentré en contact avec nous, c'était quoi comment on est rentré dans ton radar, quoi. Voici je pense qu'à peu près tout entrepreneur en France qui se respecte a Kima dans son radar dès le départ. Parce qu'il y a eu beaucoup de success stories. Je vois 3 phases et peut-être que je ne vais pas me faire des amis. Parce que, de toute façon, je suis comme ça, je suis entier. Pour moi, il y a eu un premier déclic avec The Family. Ouais. Moi, la boîte, elle n'existerait pas s'il n'y avait pas eu The Family. Peu importe ce qui se passe en ce moment avec ce qui a été fait avec Oussama, c'est quelqu'un qui a amené une philosophie qui n'est pas la sienne, hein, c'est du Paul Graham et compagnie, mais qui a rendu accessible et qui a dit vous avez le droit d'être successful en France, vous avez le droit de faire de l'argent, vous avez le droit de réussir. Ça, c'est la première tranche pour moi qu'il y a eu dans la French Tech ou whatever. Ensuite, il y a le deuxième, il y a Kima, qui a dit non seulement vous avez le droit, mais en plus on va vous aider et vous allez avoir des gens qui vont pay it forward. Et quand ces gens-là, c'est des gens comme Xavier, ça, tu vois, pareil, goosebump, tu vois. Ça, pour nous, c'est le coup de pouce, c'est la chose importante pour nous. De savoir qu'il y a quelqu'un qui soutient cette chose-là, on sait qu'il va défendre l'écosystème, on sait qu'il va se battre pour ça. Parce que c'est dans ses valeurs, et comme il dit, il a une sacrée envie de foutre le bordel, y compris sur ces sujets-là. Troisième bloc, c'est pour moi la 3e génération où on arrive, où les premiers entrepreneurs qui sont sortis de ces premières choses, on parlait de The Family, des premiers tickets de Kima, sont des gens maintenant qui viennent alimenter l'écosystème. Donc voilà, donc Kima pour moi c'est un des bouts, un des 3 composants du système. Donc c'est forcément comme ça que Kima rentre dans ton radar. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a Jean, qui est un peu la ligne directrice, hein, de bout en bout en fait. Il y a Jean, tu lis The Family, il y a Jean, tu lis Kima, il y a Jean, et tu lis maintenant ce qui se passe dans l'écosystème, il y a Jean. Donc de toute façon, je sais que Kima, c'est pas Jean complètement, on est d'accord, c'est pas Xavier complètement, mais c'est une partie importante. Et Jean fait énormément d'évangélisation, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'insights, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'avis. Il raconte des choses qui sont hyper pertinentes, parfois il se trompe. J'ai des anecdotes où Jean m'a raconté des conneries, il m'a dit « la voix, c'est un business de vieux, je sais pas, regarde 2025, pas forcément ». Et en échange, il m'en a donné 99 qui étaient complètement dans le bon sens. Donc c'est à moi de me forger mes opinions, mais Jean a été de conseils incroyables aussi. Donc moi, Kima, c'est le must-have. Et la deuxième personne aussi qui est beaucoup plus dans l'ombre, c'est Alexis. Et moi, c'était un coup de cœur rencontrer Alexis. Une personne incroyable, d'une gentillesse énorme, qui a le cœur sur la main et que j'ai WhatsAppé dans des moments compliqués, comme Jean d'ailleurs à l'époque. Dans des moments compliqués, ça WhatsApp, ça répond tout de suite, ça se rend disponible. Je ne sais même pas comment c'est possible humainement d'avoir autant de place. Voilà, je ne sais pas pourquoi je dérive autant, mais c'est mon histoire d'amour avec Kima. Si tu devais retenir une chose de pourquoi tu recommanderais Kima à un founder? Il y a une loi, c'est la loi des nombres. Tu auras forcément ta propre expérience en tant que founder, mais tu ne peux pas ignorer qu'il y a quelques personnes dans l'écosystème qui ont vu un nombre d'éléments et qui ont des points. Alors moi, je suis très IA, machine learning, mais c'est pareil que le machine learning. Plus tu vois d'exemples,
plus la probabilité de succès ou de trouver un pattern qui revient Bien sûr. est forte. Et pour le coup, en fait, Kima est un bon exemple de nombre de patterns répétitifs ultra importants. Donc moi, c'est déjà la première chose. Et la deuxième, c'est qu'ils sont ultra disponibles. Et ce qu'ont tendance à louper les founders, je pense, c'est de venir... ils sont pas là pour te dire quoi faire, mais par contre, ils sont disponibles quand tu vas les chercher. Donc ça, c'est peut-être le truc où je pense pas mal de monde pourrait leverager encore plus Kima, parce qu'ils sont disponibles. Parfois, on n'ose pas trop, mais il faut y aller. Et j'ai oublié une personne, et comment j'ai pu l'oublier, c'est Roxane. Je sais même pas comment je suis pas passé à côté. Pareil, j'ai encore le goosebumps, faut que j'arrête. Roxane au centre de tout, quoi. Elle en fait tellement. Roxane Varza, pardon, de Station F. Je suis bête. Dernièrement, il y a eu des choses intéressantes. En complément de Kima, qui a un gros portefeuille, il y a des plus petits fonds qui sont arrivés, qui sont très dynamiques, qui n'ont pas le même nombre de points. Il y a des gens qui ont réussi à très bien animer l'écosystème. Il y a eu Motier qui est arrivé, qui a fait des très belles choses. Nicolas a beaucoup bossé sur ce sujet-là, Nicolas Essayant, qui a monté son fonds maintenant. Et ce que je trouve chouette, c'est que les gens ne se tirent pas dans les pattes. En fait, les chèques sont relativement petits et sont suffisants pour avoir le meilleur de chaque monde. Maintenant qu'on a parlé de tout ça... Je pense que la première chose que je dirais, c'est d'aller aux US direct. Voilà. Moi, j'ai une situation un peu particulière avec femmes et enfants et tout. Ouais. Mais c'est d'aller direct aux US. Tu prends Kima pour avoir l'ADN local, tu prends des très bons BA. Ces gens-là, ils ont intérêt à aligner. Tu construis ta levée autour de ça. Je ne lèverai pas avec des VC. Moi, j'ai levé avec des VC dès le départ, j'aurais pas dû. Okay. Pour plein de raisons. Pas que les gens n'étaient pas bons, c'est pas le sujet, mais c'est que quand tu as trop d'argent, tu fais des conneries. Donc c'est raisonnement sous contrainte. La première boîte que j'ai faite, j'avais pas d'argent. La deuxième boîte, j'ai eu trop d'argent dès le départ. Ouais. Donc il faut trouver l'équilibre. Mais je pense qu'il faut lever un 500-800 max pour être en raisonnement sous contrainte, pour arrêter de se poser la question est-ce qu'on fait ou on fait pas. En fait, t'as pas l'argent, donc tu fais pas. Ouais. Et j'irai à YC ou un accélérateur ou travailler avec des gens comme Thibaut Elzière. Tu vois, j'ai pas mentionné tout à l'heure, mais des gens comme ça. De eFounders. De eFounders. Tu peux toujours prendre le marché européen parce que tu as tes racines et tu as cet écosystème que tu as. Mais le passage Europe-US, il est plus difficile que de faire le passage US-Europe, de mon point de vue, même si je ne l'ai pas fait. Mais je vois qu'est-ce que c'est de le faire plus tard et c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus lourd. Mais je vois des gens, par exemple, Argyle. Ouais, bien sûr. Mortel de IO, de Laudis et Brivel. Ouais, ils ont fait. Ouais, ils sont venus me voir, ils m'ont dit qu'est-ce que t'en penses. Je dis tu fais YC. Je dis faut t'arrêter. Et moi, je disais c'est beaucoup d'equity. Et en fait, le PMF, il a pas de prix, quoi. Ouais, tout à fait. Ok, t'as 7% de moins, t'as que 93% d'un truc qui a, je pense, 50 fois plus de probabilité d'être successful que d'avoir 100% d'un truc qui peut-être a quasiment aucune probabilité. Donc ça, c'est ce que je conseille. Écoute, merci pour tout ça. Les quelques dernières questions qu'on va avoir pour toi, déjà juste pour voir un peu si tu as quelque chose en tête, est-ce qu'il y a un cliché sur les VC qui te fait rire? Patagonia. Okay. Ouais, on la connaît, elle est vraie. Je sais pas, ils ont tous le truc sans manche Patagonia, c'est fou. Hein. C'est très banker new-yorkais, ça aussi. Ouais, même West Coast. Hein. Ouais, c'est vrai. Avec le truc en moumoute et tout, c'est assez marrant. C'est quoi ton rêve pour Gladia? Je voudrais juste que ça marche et que... en fait, mon rêve, il est déjà là, quoi, tu vois, c'est un peu bizarre. Il y a même un truc qui m'est arrivé, un Brésilien, j'étais un accélérateur AWS il y a quelques mois. J'étais juste en train de faire des trucs de benchmark et le mec, il me dit « Ah, je vois que t'as Gladia. Ah, tu es en train de tester Gladia ?» Et il dit « Ah, tu connais Gladia ?» Je dis « Ouais, je connais. » Le mec, il me dit « Ah, putain, c'est génial. » Je dis « En fait, mec, c'est ma boîte. » Putain, mais un Brésilien, il me dit « Putain, c'est incroyable. Putain, vous êtes des génies. Là-bas, tout le monde vous kiffe. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Le mec, il dit « Je peux prendre un selfie et tout. C'est dingue, c'est dingue. » Le mec était un autre fondeur. Et le mec, a priori, est ultra connu là-bas. Genre, c'est un des gros influenceurs IA du Brésil. Incroyable. Et le mec dit « Je peux prendre et tout. J'ai trop de peine. » Je dis « Non, mais non, faut pas. » Tu vois. Mais moi, j'étais pareil à l'époque quand tu voyais des... Ouais, c'est ça, des Nicolas de Algolia et tout. Donc je sais pas, je trouve que c'est le rêve, la boîte elle marche bien, c'est joli et tout, je suis juste content de ça, quoi. Et du coup j'allais te demander où on peut te souhaiter d'être dans 5 ans, mais... D'être aussi heureux, ouais, voilà, on va faire ça comme ça, c'est juste ça, d'être au même endroit aussi heureux, que la boîte elle évolue, voilà, mais juste à l'intérieur de moi être aussi heureux que ce que je le suis maintenant. Un dernier mot pour la fin? Il faut y aller, il faut arrêter de se poser des questions, il faut juste y aller. Tout le monde se pose des questions, il n'y a que l'exécution qui compte. Merci mille fois. C'était hyper intéressant. Merci encore pour ton temps. Et puis, on était ravis de partager ce moment avec toi. Merci d'avoir pris le temps.